Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Orthosereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode de Entre deux séances. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi, ce qui est une chose exceptionnelle. Normalement, j'enregistre les podcasts le dimanche, mais on est mardi tout simplement parce que j'étais en vacances la semaine dernière. On a eu un gros week-end. On a reçu du monde à la maison, on a eu un baptême, etc. le dimanche. Donc j'avoue que dimanche soir, j'étais complètement KO, rôti, pouillé campagne. Donc j'avais vraiment la flemme de faire le podcast et je l'avais pas bien préparé. Et en fait, je suis très partagée à chaque fois entre les deux sensations de j'ai pas envie de vous abandonner, j'ai envie de vous faire le podcast chaque semaine, et en même temps, j'ai pas envie de me forcer à le faire et in fine de produire une daube. Donc là, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu entre les deux dans le sens où je l'ai pas préparé. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment rien préparé du tout. Je vais vous faire un podcast un peu live, chill. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, et en même temps, j'ai envie de vous le faire. Voilà, c'est ça. Genre, j'ai rien préparé, mais en même temps, j'ai envie de vous le faire. J'ai pas envie de vous abandonner. J'avais dit que je vous le ferais lundi, finalement, je vous le fais mardi parce que hier, il y a eu un petit imprévu. Mais voilà, je vous fais un petit podcast aujourd'hui. On va parler de 2-3 trucs. On va surtout parler de ma semaine de vacances vite fait. On va refaire le point sur les objectifs comme je vous l'avais dit. On va faire très très rapide. Et après, je vais répondre à vos questions. Donc je pense que ce sera vraiment un podcast rapide. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que votre semaine numéro 18 s'est bien passée. Là, on a déjà commencé la semaine numéro 19, mais c'est pas grave, je vous referai un podcast quand même dimanche, je l'espère un petit peu plus complet. En fait, le problème, c'est que d'habitude, dans la semaine, avec le boulot, etc., j'ai un peu un rythme. Et dans ce rythme, je m'impose la préparation du podcast. Un petit peu tous les jours, je fais mon journaling. Et pendant les vacances, j'ai pas fait de journaling du tout, du tout. J'ai vraiment complètement déconnecté du boulot, beaucoup déconnecté d'Orthosereine. Je peux pas dire que j'étais complètement déconnectée d'Orthosereine, mais j'ai vraiment pris de la distance avec tout ça. Je me suis vraiment consacrée à moi-même, comme ce que je vous avais dit de toute façon dans le podcast précédent. Je vous avais parlé du fait que je voulais vraiment me consacrer à moi et à mon chéri, à ma maison, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc je suis super contente. Mais bref, voilà. Juste pour rappel, du coup, le podcast est sans coupage, sans montage, pas de bullshit, que de l'authentique. On y va. Du coup, ma semaine de vacances s'est très bien passée. On a eu un temps magnifique. On a eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir cette météo. On a eu un grand soleil toute la semaine. Donc franchement, on est très, très, très contents. On a pu faire des petits travaux d'aménagement dans la maison. Honnêtement, rien de folichon, mais ça nous a quand même pris 3 jours. On a mis des moulures sur un mur, donc on est allé chercher des moulures dans un magasin de bricolage, on est allé les découper, enfin on les a découpées nous-mêmes, on les a peintes, on les a fixées, il a fallu faire avec un laser, la peinture il fallait attendre, etc. Donc finalement, tout groupé, on a mis plus de 3 jours, enfin avec le temps d'attente, etc. On a fait ça pendant les vacances, donc c'était trop chouette, on a vu nos familles, moi je suis allée plusieurs fois voir ma maman, voir mes grands-parents, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment pas pris un dossier et je sais plus à qui j'en parlais, je crois que c'était à une de mes patientes justement, et je lui disais c'est fou, enfin pendant la semaine là j'ai pris aucun dossier, j'ai pas fait ma compta parce que ma 2035 était déjà faite. D'habitude quand je vais en vacances je prends toujours des comptes rendus à rédiger, un peu de compta, machin machin. Là j'ai vraiment rien pris et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, à tel point que du coup c'était dur de reprendre ce lundi parce que j'avais tellement déconnecté que j'aurais pu en refaire une comme ça, il y avait aucun problème. Mais bon, forcément, il fallait reprendre le travail. Je pouvais pas me permettre financièrement de prendre 2 semaines, puisque je prends déjà 2 semaines fin juin et je vais sûrement reprendre 2 semaines en septembre. Donc là, une semaine, c'était vraiment juste bien pour me remettre à zéro pour le tunnel du mois de mai et du mois de juin, qui sont 2 mois franchement pas évidents quand on est en libéral, entre les fériés, les sorties scolaires, etc., etc. C'est un peu chiant. Donc là, je suis parée pour le mois de mai et le mois de juin, jusqu'aux vacances finalement, jusqu'à mes vacances fin juin. Voilà, donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Rien de fort intéressant. En vrai, on a vraiment juste profité. On a fait du sport. Moi, je suis allée faire une big rando avec ma maman vendredi 1er mai. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a grave ressourcée.
Et toujours dans le même esprit, c'est une semaine de vacances toutes les 8 semaines. Pour l'instant, ça me va hyper bien. Le retour a été dur parce que pendant cette semaine, j'ai vraiment pas bossé. Alors que d'habitude, quand je prends une semaine, souvent c'est pour me remettre à jour au niveau administratif et pour prendre de l'avance sur Ortho Sereine, ce que j'ai pas du tout fait cette semaine. Donc forcément, au niveau création de contenu, etc., il va falloir que je me remette dedans parce que j'ai rien préparé. Alors que d'habitude, quand je prends une semaine de pause comme ça, je bombarde en création de contenu et j'ai du contenu prêt pour près d'un mois. Et du coup, le deuxième mois de travail, il faut que je fasse de la création de contenu, mais j'ai quand même un temps d'avance. Là, j'ai vraiment rien d'avance en termes de créa de contenu, donc ça va être un petit peu plus chaud, mais j'ai toujours fait un peu au freestyle ma création de contenu, ça a toujours fonctionné comme ça me va très bien. Il y a des semaines où je poste rien, j'essaye d'avoir une publication par semaine, mais il y a des semaines où je poste rien et c'est pas grave. Enfin, voilà. Là, j'en suis là, mentalement. Le retour a été dur, sachant que lundi, là, je vous en parlerai peut-être dans le podcast dimanche plutôt, mais le retour a été un peu difficile. J'ai eu pas mal d'absents, pas mal de trous, donc un peu chiant. Bref, on refait le point sur les objectifs de 2026 parce que comme je vous disais dans le podcast précédent, il y a déjà un tiers de l'année qui est passé. On est au mois de mai. Il y a 4 mois qui se sont écoulés et il y a 12 mois dans l'année. Donc il y a vraiment un tiers de l'année qui est passé. C'est énorme. Donc c'est un peu le moment de refaire le point sur les objectifs. Il y a peut-être en plus des objectifs que j'ai oubliés pour ma part et pour lesquels il faut que je me remobilise. Donc on va faire le point. Déjà, moi, si vous vous souvenez bien, j'avais fait des catégories. Ma première catégorie, c'était sport et alimentation. Et dans sport et alimentation, j'avais mis faire 7000 pas par jour. Donc, on va regarder sur le mois d'avril où est-ce que j'en suis. Honnêtement, je crois que j'ai pas beaucoup marché. 6340, c'est pas terrible. C'est pas terrible, 6340. Je suis proche des 7000, hein, mais c'est en dessous de l'objectif que je m'étais fixé, sachant qu'au mois de mars, j'étais à 8000. Donc c'est pas foufou. J'espère qu'au mois de mai, je ferai un peu mieux. Là, pour tout vous dire, c'est pas très bien parti parce que en fait, j'ai fait énormément de pas le 1er mai avec ma rando, mais les autres jours, je suis à 2000, 3000, je crois. Franchement, c'est catastrophique. Samedi. Alors ouais, forcément, samedi, dimanche, j'avais des énormes cloques, donc j'ai fait 2000 pas samedi, 2000 pas dimanche. Hier, j'ai quand même fait presque 10 000 pas. Aujourd'hui, je suis qu'à 5 000, ce qui est pas énorme, mais j'ai pas pris le temps d'aller marcher, ce qui est très dommage. J'essaierai de compenser sur les autres jours, bien que ce ne soit pas idéal. Le mieux, c'est d'essayer de faire vraiment 7 000 pas par jour sans forcément compenser sur d'autres jours, mais j'essaierai quand même de compenser. Bref, courir une fois par semaine, honnêtement, je m'y suis toujours pas remise. J'ai envie de m'y remettre. Mais j'ai toujours ce problème de ma patiente du jeudi matin que j'ai rajouté et qui me bloque parce que je ne suis pas du tout du matin. Il est hors de question que je me lève à 6h30 pour aller courir à 7h. J'ai rajouté ma patiente le jeudi matin avant d'aller à l'EHPAD. Donc je vais la voir à 9h. Et en fait, à 9h, c'était l'heure où je finissais de courir quand j'avais pas cette patiente. Et du coup, je rentrais à la maison à 9h, je prenais ma douche, je déjeunais et à 9h40, je partais pour l'EHPAD. C'était parfait. Sauf que là, de 9h à 9h40, je suis chez cette patiente. Et il est hors de question du coup que je me lève 1h30 plus tôt pour aller courir. Enfin, c'est no way. Et j'arrive pas à me mettre d'autres créneaux. J'aimais vraiment bien ce créneau-là du jeudi matin juste avant d'aller à l'EHPAD. C'était la fin de semaine. C'est le matin parce que le soir, honnêtement, après le boulot, j'ai pas du tout envie d'enfiler mes baskets et d'aller courir. Ça me casse les pieds. Le matin, je trouve ça bien parce qu'il fait clair. Le soir, même si les journées commencent à rallonger, il fait quand même plus sombre. Il y a beaucoup de monde qui court. J'aime pas ça. Donc, chiant. Il faudrait que j'essaye de déplacer cette patiente, mais c'est un peu complexe. Courir 10 km, on n'y est pas du tout puisque je cours pas. Donc ça risque pas d'arriver. Commencer l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous en avais parlé la dernière fois qu'on avait fait le point sur les objectifs. J'ai commencé un peu, mais sans forcément me renseigner, mais je mange un peu plus d'aliments anti-inflammatoires. Et je me complémente un petit peu plus. J'ai commencé à prendre de la glutamine. Je prends du collagène et je prends du magnésium bisglycinate tous les jours. J'essaye en tout cas d'être régulière sur ma prise de compléments. Je dis pas que c'est tous les jours, mais j'essaye. Aller à la salle 2 à 3 fois par semaine, c'est mieux que ça n'a été. J'y vais au moins 2 fois par semaine depuis quelques semaines, 2-3 semaines, je veux dire. Bon, c'est pas énorme, mais il faut que j'essaye de tenir ce rythme-là. Désormais, j'y vais le lundi soir, le mardi matin. Maintenant, je le dédie à du travail de 11h à midi. Avant, j'allais à la salle et maintenant, je rentre à la maison pour travailler un petit peu sur Ortho Sereine, traiter mes mails, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'à côté invisibles dans le fait d'avoir une activité secondaire.
Et souvent, je le faisais sur mon temps perso, le week-end, et cetera, donc mes projets n'avançaient pas. Donc là, j'ai vraiment dédié ce créneau-là pour ça, pour bosser sur Ortho Sereine, traiter mes mails, traiter tous les à côté et pourquoi pas faire de la création de contenu. Voilà, reprendre le batch cooking, franchement, c'est pas terrible. Là, pour le coup, j'abuse parce que c'est quelque chose qui est quand même assez facile à prendre en main et à mettre en place et j'ai pas vraiment repris. Il y a des semaines où je le fais et des semaines où je le fais pas. C'est un petit peu trop aléatoire. Au niveau santé, check-up dentiste, je pense que je vais commencer à appeler le dentiste pour prendre rendez-vous parce que je voudrais avoir un rendez-vous en fin d'année. Donc je pense que je vais appeler, là bientôt. Voir un allergologue, du coup, je l'ai fait pendant le mois d'avril, donc ça, c'est nice. Il faut juste que je reprenne rendez-vous pour, si je veux faire une désensibilisation. Honnêtement, j'ai pas encore pris ma décision parce que tout le monde me décourage sur la désensibilisation, ça dure 3 ans. Et le peu de gens à qui j'en parle, ils me disent: «Ah mais c'est trop la merde quand tu commences une désensibilisation, honnêtement tu la fais pas jusqu'au bout, c'est impossible». Donc ça me décourage un peu et en même temps je me dis: «Bah les antihistaminiques, si je continue comme ça, je vais les prendre toute ma vie». Alors que ma désensibilisation, si je m'y mets vraiment pendant 3 ans, après j'ai plus rien à prendre. Donc je sais pas trop. S'il y a des gens qui, parmi vous, ont fait des désensibilisations, sachant que là, elle m'avait dit que c'était un comprimé à faire fondre sous la langue tous les jours, ce qui me paraît pas non plus, impossible à surmonter. Enfin, je veux dire ça c'est pas chiant, quoi. Je veux bien vos retours si jamais, si vous pouviez me dire, comment ça a été, est-ce que c'était chiant à tenir ou pas? Bref. Ensuite dans santé, j'avais amélioré mon hygiène dentaire, genre ma routine d'hygiène dentaire et c'est fait, enfin c'est fait. C'est pas parfait, mais honnêtement, j'ai vraiment amélioré des trucs parce que, j'ai acheté de l'huile de coco vierge bio et je fais des bains de bouche à l'huile de coco. Alors je les fais pas tous les jours parce que c'est très désagréable à faire. En fait, c'est très désagréable de mettre de l'huile de coco solide sur sa langue et de la faire fondre. Honnêtement, je ressens ce que les gens ont un trouble de l'oralité avec, genre une hypersensibilité au niveau buccal. C'est que quand je mets de l'huile de coco, pardon, solide sur ma langue, j'ai envie de vomir tellement la texture me dégoûte. Franchement, c'est très spécial. Et pour le coup, une fois que l'huile de coco est fondue dans ma bouche, j'ai aucun problème parce que j'ai pris une bonne huile de coco, elle a pas un goût dégueulasse. Je peux la faire tourner dans ma bouche pendant 5-10 minutes sans problème. C'est juste un peu chiant, mais le goût me dérange pas du tout, la texture ne me dérange pas puisque c'est très liquide. Mais du coup, j'essaye de faire régulièrement des bains de bouche à l'huile de coco. C'est antibactérien et il paraît que ça fait blanchir les dents. Il n'y a pas de preuve scientifique là-dessus. Mais c'est vrai que moi, quand je le fais vraiment, il y a eu un moment où je le faisais tous les jours et je trouvais que j'avais les dents un peu plus blanches. Donc, est-ce que c'est un biais ou est-ce que vraiment j'avais les dents plus blanches? J'en sais rien. Mais j'avais cette sensation. Je le fais moins souvent parce que vraiment, c'est une plaie. Dès que je sors ma cuillère à soupe et qu'il faut que je prenne l'huile de coco sur sur ma langue, pardon, ça me dégoûte, ça me saoule. Donc franchement, il y a des fois où je repousse. Mais j'ai fait ça. J'ai repris l'utilisation du fil dentaire que je ne pouvais plus utiliser que je ne pouvais pas utiliser. J'avais essayé, je pouvais pas utiliser à cause de mes fils de contention. Mais maintenant que j'ai plus mes fils de contention, je réutilise le fil dentaire tous les jours. Et je racle ma langue. Ça peut paraître un peu débile, mais en fait, il y a peu de gens qui se raclent la langue et c'est hyper important. J'ai rien acheté pour racler ma langue, honnêtement, il y a des outils qui existent, mais moi j'utilise juste une cuillère à soupe. La cuillère à soupe que j'utilise pour prendre mon huile de coco, à la fin, elle me sert à racler ma langue et ça va très bien. Honnêtement, c'est largement suffisant. Ensuite, il y avait dormir 8 heures par nuit. Et ben écoutez, je suis sur le. Alors là, je pense que je n'y suis pas du tout. Je ne vais pas vous mentir, je pense que je n'y suis pas. Oh, je suis à 7h43. Ça va encore, hein. Dormir 8 heures par nuit, je suis à 7h43 là en avril. C'est pas dégueu, dégueu. Je suis proche des 8 heures. Et ensuite, il y avait voir un cardiologue. Et ben, j'ai rendez-vous en septembre. Donc ça, au moins, c'est prévu. Au niveau beauté, améliorer ma skincare. Honnêtement, là, j'ai plus abandonné ma skincare que je ne l'ai améliorée dernièrement. C'est pas terrible. Je mets même plus mes soins le soir et tout. Franchement, c'est pas bien ce que je fais. Il faut vraiment que je m'y remette. Et d'ailleurs, là, dernièrement, je me maquille plus. Et je pense que c'est pour ça que j'abandonne ma skincare parce que je fais beaucoup, beaucoup ma skincare quand je me maquille. Parce que j'aime bien avoir ma crème hydratante avant de mettre mes produits sur mon visage, ma crème solaire, etc. Mais là, comme je me maquille plus depuis plusieurs jours, ben du coup, je brade et en fait, je m'assois plus sur ma coiffeuse pour mettre mes soins, puisque je ne m'assois plus pour me maquiller. Donc, je pense que ça a un lien de cause à effet. M'épiler tous les mois, donc les jambes, je l'avais fait début avril, donc ça c'était ok. Il va falloir que je le refasse là début mai. Et programmer mon épilation définitive, honnêtement, je ne sais pas si je vais le faire parce que je pense que j'ai pas envie de mettre ce budget
dans l'épilation définitive, en tout cas pour l'instant, donc je pense que c'est un objectif que je vais abandonner. En tout cas, là, c'est l'idée que j'en ai aujourd'hui. Peut-être que le mois prochain, je vous dirai autre chose, mais je suis pas sûre de vouloir vraiment mettre un budget dans l'épilation définitive, en tout cas pas cette année. Donc cet objectif-là, je pense qu'il va se mettre un petit peu en parenthèse. En tout cas, là, pour ce mois-ci, il me branche pas du tout. Objectif mode, trier mon dressing, je l'ai pas fait du tout, mais il faudrait que je le fasse pour l'été quand même. Changer de lunettes, c'est prévu pour cet été. Mon renouvellement, c'est cet été. Tendre vers un style plus élégant, honnêtement, en ce moment, je brade à fond mon style. Je suis mal habillée, je m'habille beaucoup en sport, streetwear, je fais pas beaucoup d'efforts, je me maquille pas, je me coiffe pas. Là, dernièrement, c'est vraiment catastrophique. Investir dans des vêtements de qualité, je l'ai pas fait non plus parce que financièrement, pour l'instant, je veux trop mettre de côté, pardon. Donc, j'essaye de pas trop dépenser dans les fringues. Ensuite, mindset. Alors, j'avais mis ne plus dormir avec mon téléphone. Ça, honnêtement, toujours pareil. Je suis à 6 jours sur 7 par semaine. C'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Depuis le début d'année, je suis à 5 à 6 jours. Là, je suis vraiment à 6 jours sur 7. Et encore, il y a des semaines où je ne l'ai pas du tout. Je mets 6 jours sur 7 parce qu'il y a des semaines où des fois je le garde, mais en fait, je scrolle même pas avant de dormir. Juste, il est sur ma table de chevet, mais je lis et en vrai, je dors sans le regarder. Mais il est quand même dans la même pièce. Donc, je vais mettre 6 jours sur 7. Mais c'est quasi automatique maintenant. Lire un livre par mois. Alors ce mois-ci, j'en ai lu 2 parce qu'en fait, celui que je lisais en mars, je l'ai fini début avril, c'était un gros. Donc en fait, ce mois-ci, j'ai lu 2 livres, ce qui compense celui que j'ai pas pu noter en mars. Donc j'ai lu Twisted, le tome 2, je vais le noter. Alors, est-ce que le deuxième il compte puisque c'est La femme de ménage se marie? Et du coup, j'ai commencé le livre que je finirai en mai, genre à la mi-avril ou fin avril, un truc comme ça. Mais la femme de ménage se marie, il est tout petit, donc je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais bon, c'est un livre quand même, donc bon. Je vais le noter. La femme de ménage se marie. Hop. Et là, je suis sur Hadès et Perséphone. Il avait fait un puzzle, etc. Pour l'instant, j'ai pas racheté de puzzle. Et refaire un atelier peinture sur céramique, il faut que je le prévoie. Tenir mon journaling, pour l'instant, je m'y tiens. Au niveau business, j'ai mis déléguer quelque chose, me faire aider. Et je vous en avais parlé le mois passé, il me semble. Maintenant, j'ai Laura avec moi, mais Laura, elle me soulage au niveau du cab. Et moi, j'avais mis ça, déléguer quelque chose, me faire aider, vraiment pour orthoséréne. Et pour l'instant, ce n'est pas chose faite. Donc, j'ai envie de cocher cette case, mais qu'à moitié. Parce que, malgré tout, le fait que j'ai Laura, ça me décharge beaucoup. Et ça me permet, du coup, de me concentrer sur orthoséréne un peu plus. Mais j'avais mis cet objectif-là dans l'objectif de me faire aider pour orthoséréne et pas pour le cabinet. Donc, j'ai envie de le cocher, mais pas vraiment. Proposer une formation plus complète ou complémentaire à combien de patients pour être rentable? Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je sais à peu près ce que je voudrais faire. Je sais à peu près comment je voudrais améliorer combien de patients pour être rentable. Donc, il faut juste que je m'y mette tout simplement. Mais là, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans les visiotrames. J'en mets peut-être beaucoup trop pour la rémunération que ça me donne. Honnêtement, c'est ridicule. Mais il va falloir que je remette mon énergie sur combien de patients pour être rentable. Et en fait, que j'essaye de faire je sais pas comment dire ça, mais un pack où combien de patients pour être rentable et un peu la suite logique des visiotrames où ça s'imbrique. Enfin, il faudrait que je trouve un moyen de faire un lien entre les visiotrames et combien de patients pour être rentable pour que ça me prenne un peu moins de temps et que les gens accèdent à la valeur dont ils ont besoin. Il y en a qui ont besoin juste pour les comptes rendus, il y en a qui ont besoin juste pour la compta, parce que combien de patients pour être rentable, c'est vraiment plus une formation de gestion financière, savoir combien de patients il te faut pour atteindre le chiffre d'affaires que tu veux en fonction de ta situation personnalisée. Mais en même temps, si je devais améliorer combien de patients pour être rentable, je pense que j'intégrerais les visiotrames dedans, puisque t'as beau connaître ta rentabilité, savoir combien de patients il te faut pour être rentable, si derrière tu n'as pas d'optimisation de rentabilité, bah c'est pas 100% optimal. Mais bref, il faut que j'essaye de micmaquer un truc comme ça et que je m'y mette, mais ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Franchement, quand j'ai lancé la formation combien de patients pour être rentable, j'avais passé des heures dessus. C'est très très chronophage. Là maintenant, je connais les rouages, donc je pense que ça me prendrait moins de temps qu'un lancement, mais il faut quand même s'y mettre. Atteindre les 10 000 sur Insta, je suis à 7 700 là aujourd'hui, il me semble, donc je m'en approche tout doucement. Honnêtement, les 10 000 sur Insta, c'est vraiment un chiffre, un nombre
un nombre un peu phare et en même temps, je me dis 10 000 personnes sur Instagram, c'est quand même un nombre énorme par rapport à la niche des orthophonistes. Je sais que c'est pas impossible parce qu'il y a des orthos qui sont dans le même domaine que moi sur Insta et qui pourtant ont 10 000, voire plus de 10 000 abonnés sur Insta. Mais je me dis que 10 000, c'est quand même une belle perf pour la niche des orthos, puisqu'on est entre 20 et 30 000, je crois, orthos en France. Donc 10 000, en fait, c'est énorme. Enfin, si tu prends à l'échelle des orthos diplômés en France, c'est genre presque la moitié. On va regarder combien d'orthos en France. J'avais regardé en plus la dernière fois en me disant est-ce que 10 000 c'est pas un petit peu trop ambitieux par rapport à la niche combien d'orthophonistes en France? On dénombre environ 24 000 orthophonistes en France métropolitaine. Alors ça vient de Onicep, c'est de quelle année ça? Je sais pas. Mais bref, vous voyez, je pense que je suis pas dans le faux quand je dis qu'il y a à peu près entre 20 et 30 000, on va dire 25 000. Bah 10 000 personnes sur Instagram, en vrai c'est énorme. Donc je pense que je pourrais les atteindre, honnêtement. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment à ma portée. Et en même temps, je me dis, le jour où je les atteindrai, je pense que je pourrais pas aller chercher plus loin si je reste dans la niche des orthophonistes. Et pour le coup, c'est vraiment ce que je veux. Je veux rester chez les orthophonistes parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. J'ai pas envie d'accompagner et d'aider des gens pour qui j'ai pas vécu ce qu'ils vivent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les ortholibérales, je peux les aider et les conseiller et les guider puisque je vis moi-même la situation. Je peux pas, par exemple, conseiller un kiné parce que je vis pas les mêmes défis que lui, on n'a pas les mêmes obligations, etc. Donc voilà. Bref, atteindre les 10K sur Insta, on s'en approche. Ne consulter que 3 jours par semaine. Comme je vous avais dit la dernière fois, honnêtement, on n'y est pas du tout. Et je pense que par rapport au niveau de vie auquel j'aspire, pour l'instant, je peux pas consulter que 3 jours par semaine parce que OrthoSereine ne me permet pas pour l'instant de pallier ce qui serait supprimé avec le 4e jour. Enfin, avec un jour de consultation. Donc pour l'instant, je suis à 4 jours par semaine, mais c'est toujours un objectif de consulter que 3 jours. Mais voilà, pour l'instant, ça me paraît un petit peu compromis. Lancer les Visiotrames de Comat, eh ben, ça va arriver, j'espère. On a toujours la deadline de septembre, ça bouge pas. Maintenir un podcast par semaine, objectif 40 émissions. Eh ben, écoutez, on est à la 15e, donc on est proche de la moitié. Il me reste encore beaucoup de temps, il me reste encore 2/3 de l'année pour finir cet objectif. Et je pense que 40 émissions, c'est très bien, 50 c'était beaucoup trop. De toute façon, j'aurais jamais pu l'atteindre parce que j'ai déjà commencé le podcast 2 ou 3 semaines après le début de l'année, donc en vrai, il restait que 49 semaines, je crois. Donc c'était impossible. 40 émissions, c'est bien. Objectif finance, ouvrir une assurance vie, donc ça c'était déjà fait. Avoir 10 000 € de côté, on en est loin. Et en même temps, là, ça y est, ce mois-ci, j'ai réussi à remettre de côté, donc ça c'est cool. Mais les 10 000 € de côté, ça me paraît quand même un peu compromis. On essaie. Avoir 4 000 € sur le PEA, pareil, là je me suis arrêtée, j'ai un petit peu plus de 2 000 € sur mon PEA, mais j'ai arrêté les versements, donc je suis pas sûre d'avoir 4 000 d'ici la fin de l'année. Et avoir remboursé Thomas, ce sera pas fait parce que j'ai refait les calculs et je pense que je l'aurai pas remboursé avant l'été prochain. Et voilà, et après dans les objectifs autres, je n'ai rien. Voilà pour les objectifs. Alors, je vous parle de mes objectifs, mais en réalité, c'est pas forcément ce qui vous importe. Je vous parle de mes objectifs parce que pour moi, il y a un petit effet d'accountability, comme Estelle en avait bien parlé sur son compte Insta, Hero Orthophonie, ERO.orthophonie, donc elle s'appelle Estelle. Elle en avait parlé sur son Insta du fait de quand t'en parles et que des gens t'écoutent, tu te sens forcément un peu plus obligé d'essayer en tout cas je sais pas comment dire, mais d'essayer de faire tes objectifs, en gros, de faire en sorte que tu atteignes tes objectifs, puisqu'il y a des gens qui te regardent et il y a des gens qui t'attendent. Je sais que derrière, vous m'attendez pas. Genre, si à la fin de l'année, là, j'ai pas consulté un cardiologue, vous allez pas venir toquer à ma porte en me disant, Elise, t'as pas consulté un cardiologue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vu que je vous l'ai dit, et du coup, je me sens un petit peu plus dans la responsabilité de le faire. Ça paraît un peu égoïste, mais c'est aussi, je le fais pour que vous, peut-être qu'il y a des objectifs qui vont vous inspirer et de vous dire, c'est vrai que ça, c'est un objectif qui, moi, si je le faisais plutôt comme ça, ce serait adapté pour moi. Ça peut peut-être vous aider à vous mettre des objectifs. C'est pas parce qu'on est au mois de mai qu'il est trop tard, honnêtement. Même, vous pouvez vous faire des objectifs en novembre, c'est très bien. Ça dépend juste de la deadline que vous vous donnez, évidemment. Là, c'est facile de faire des objectifs. Enfin, c'est facile. C'est plus simple de faire des objectifs sur une année civile.
Moi, j'aime bien, faire mes objectifs en janvier et de me dire que voilà, il faut que je les atteigne en décembre, mais vous pouvez très bien vous faire des objectifs en mai à atteindre en décembre, il y a aucun problème là-dessus. Faire des objectifs en novembre en vous disant que vous les atteignez le décembre de l'année suivante, ça vous fait un peu plus d'1 an, c'est parfait. Enfin, il est jamais trop tard pour faire des objectifs, il est jamais trop tard pour en rajouter. Honnêtement, moi, j'en rajoute pas parce que j'ai déjà assez de boulot avec ce que je me suis mis là, mais je pourrais très bien m'en rajouter s'il y en avait qui me venaient à l'esprit, mais voilà. Voilà pour les objectifs, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, j'ai pas mal de questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions que je n'ai pas oublié de mettre encore une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement répondre à vos questions. Tchouk. On va aller les récupérer. Et il me semble que j'ai une question en DM, donc il faut pas que j'oublie de la lire aussi. Alors, première question. De quelle manière as-tu commencé ton intervention à l'EHPAD? Est-ce que l'EHPAD cherchait une ortho? Merci. Alors, l'EHPAD cherchait pas activement une ortho, mais l'EHPAD voulait une ortho. C'est juste que c'est compliqué pour eux, ils pouvaient pas embaucher, ils n'avaient pas le budget pour embaucher. Ils cherchaient quelqu'un en prestat, donc en libéral, qui voulait bien se déplacer et facturer comme si elle se déplaçait à domicile. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais. J'avais contacté les EHPAD autour de moi, autour de chez moi et autour du cabinet. Je voulais que ce soit max 10 minutes de la maison ou max 10 minutes du cabinet pour pas que ça me prenne un temps fou à y aller et qu'en fait, je perde plus mon temps qu'autre chose. Et donc, j'ai trouvé un cabinet à 10 minutes de chez moi et 10 minutes du cabinet, donc c'est parfait. Et je leur avais envoyé un mail où j'avais appelé, je sais plus, en disant que j'étais ortho et que j'allais m'installer sur le secteur et que je cherchais à intervenir dans un établissement et que les EHPAD, ça m'intéressait. Et ils m'ont rappelé en me disant que ils cherchaient une ortho, mais qu'en fait, ils avaient abandonné parce qu'ils trouvaient pas. Et en fait, ça s'est fait comme ça, juste, j'y suis allée un jour, j'ai rencontré l'infirmière de coordination qui m'a exposé un petit peu ce qu'eux, ils attendaient de moi ce que j'attendais de ma venue à l'EHPAD. On s'est mis d'accord sur mes missions qui ont évolué entre-temps, mais ça me convient toujours. Je suis toujours en contact avec l'infirmière de coordination qui a changé entre-temps, mais ça me convient super bien parce que du coup, j'ai 4 patientes à l'EHPAD que je peux enchaîner sans avoir à me déplacer. Par contre, je ne facture qu'un seul déplacement pour les 4 patientes, puisque je me déplace qu'une seule fois. Donc, je facture le déplacement que sur une seule. Mais je peux les enchaîner, je perds pas de temps sur la route. J'ai aussi le travail d'équipe dans le sens où je croise les soignants dans les couloirs. Les soignants commencent à me connaître. Au début, c'était un petit peu compliqué de me faire une place parce que les soignants, ils sont rodés, ils ont leur fonctionnement. J'ai eu accès à la plateforme de transmission aussi dès le départ. Donc, j'ai pu commencer à mettre mes transmissions. Donc, les soignants ont vu que je mettais des transmissions, que je mettais des choses sur les patients quand je voyais une évolution, qu'elle soit favorable ou défavorable. Je faisais des observations. Je fais beaucoup d'observations de fausses routes, de déglutition. Je vais faire pas mal de bilans de déglutes aussi en réfectoire pour adapter les textures avec l'infirmière de coordination. Du coup, je fais essentiellement des transmissions dans ce sens-là. Et après, je fais des suivis aussi un petit peu de maintien de fonction cognitive, parce que c'est des patients qui, évidemment, sont en palliatif. C'est pas des patients pour qui on fait de la rééducation. Ça va être beaucoup de maintien et de stimulation cognitive. Et pas mal de bilans de déglutes, sachant que les bilans de déglutes, c'est un petit peu par phase. Là, par exemple, pendant 2 mois, ils m'en ont pas demandé. Et là, cette semaine, j'ai reçu 2 mails pour des bilans de déglutes. Donc ça tombe bien parce que le mois de mai, vu que j'ai pris une semaine de vacances et qu'il y a quelques fériés, ce sera forcément un petit peu plus compliqué au niveau financier. Donc les bilans de déglutes vont me permettre de renflouer un peu les caisses. Mais voilà, globalement, j'ai commencé mon intervention comme ça. En fait, j'ai démarché les EHPAD et il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers moi. Les autres, je sais pas s'ils ont eu peur, mais en tout cas, ils m'ont pas rappelé. Et je suis très contente de bosser dans cet EHPAD-là, ça se passe super bien. Et je suis très contente d'être en presta. Donc, eux, ils appellent ça en presta. C'est moi, je me déplace comme si j'allais à domicile chez les patients. Donc, en fait, j'ai pas de compte à rendre à personne. J'attends pas ma rémunération. Je suis payée comme si, en fait, je passe les cartes vitales. Donc, c'est vraiment comme si j'avais le patient au cabinet ou le patient à dom. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et le jour où je dois arrêter, j'ai pas de préavis, je peux arrêter juste du jour au lendemain. Alors c'est horrible pour les patientes et je pense que je le ferai évidemment pas comme ça, mais c'est bien de savoir que officiellement tu peux arrêter à n'importe quel moment sans avoir un préavis au cul ou sans avoir des gens qui te font des reproches, etc. Donc ça c'est pas mal. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé à l'EHPAD et du rythme que j'ai pu trouver. Est-ce que tu pourras nous parler de l'orga de tes domiciles, domicile et rentabilité, comment procéder?
Alors, domicile et rentabilité, honnêtement, je suis pas sûre que ce soit 2 termes qui aillent ensemble. Heu, Moi, j'aime beaucoup les domiciles, mais je le fais pas pour la rentabilité, je le fais pas pour l'argent. Je vais pas te mentir, je perds plus d'argent à aller à domicile chez mes patients que de faire une journée complète au cabinet. De toute façon, c'est assez simple. J'ai juste à aller sur mon tracker et je vais l'ouvrir direct. Et vous allez voir, de toute façon, je vais vous dire les chiffres de façon très très honnête. Hop. Ma journée de DOM le jeudi, je vous expliquerai comment elle s'organise juste après, mais là je vais juste vous parler déjà de rentabilité sur les DOM, parce qu'il ne faut pas croire que celles qui font des DOM, elles se font des couilles en or, c'est pas vrai. Euh, pour une journée au CAB, je vais rajouter des AMO parce que là il me manque des patients. Je vais rajouter des AMO comme si j'avais vraiment une journée complète et je vais mettre du 11.6, donc ce qui est en dessous de mon AMO moyen, parce que mon AMO moyen c'est 14, je rajoute que des 11.6. Si je fais une journée complète au CAB, 9 heures, je vais mettre 18 heures, parce qu'en vrai c'est ce que je fais normalement. Tac. Je suis à 527 euros, sachant que j'ai beaucoup de 11.6, ce qui est largement en deçà de mon AMO moyen. Mon AMO moyen il est à presque 14. Et ben je fais 527 euros de chiffre d'affaires avec une heure de pause le midi et je fais 9h, 18h. Ok? Ma journée de DOM le jeudi, elle est complète. J'ai 12 patients contre 16 le lundi au cabinet. J'ai 12 patients à DOM, je fais 9h, 18h avec une heure de pause le midi. Je suis à 523 euros. Donc en réalité, franchement, je me casse la tête, je prends la route, je dépense de l'essence, etc. Alors certes, j'ai le barème kilométrique, mais c'est quasiment pareil qu'une journée au cabinet. C'est pas plus rentable, c'est pas mieux, sachant que moi j'ai quand même des patients qui habitent près. Je fais pas beaucoup de routes, etc. Donc j'ai réussi à quand même optimiser dans ce sens-là. Mais il y a 4 euros de différence. C'est pas énorme, hein. Franchement, c'est vraiment pas énorme, hein. Donc honnêtement, rentabilité, je dirais pas ça. Franchement, je vais pas mentir. Et encore, j'ai mis que du 11.6. Donc, en vrai, si je me rapproche plus de mon AMO, on va mettre un petit peu de 13 pour me rajouter de mon AMO. Je fais un chiffre d'affaires bien meilleur hein, au cabinet. Je fais un chiffre d'affaires bien meilleur. Là, j'ai rajouté un peu de 13 juste pour se rapprocher de mon AMO moyen. Je suis à 544 le lundi. J'ai rajouté un peu de 13 et de 14 pour se rapprocher de mon AMO moyen. Je suis à 544 euros alors que le jeudi, je suis à 523 euros. Ah, franchement, après, vous allez me dire, ouais, il y a que 20 euros de différence, c'est pas énorme, t'exagères, etc. Je dis pas, après, moi, je me plains pas. Hein. Moi, j'adore faire mes DOM. Je suis trop contente d'aller voir mes petits patients à DOM. Franchement, aucun souci. Mais c'est pas plus rentable qu'une journée au CAB. Et honnêtement, je pense que si je faisais du 100% CAB, je gagnerais peut-être plus d'argent et je dépenserais moins d'essence. Ce serait, je pense, plus rentable. Par contre, au niveau orga de domicile, j'ai fait l'erreur au tout départ parce que j'avais dédié des plages horaires, enfin des demi-journées et des journées au domicile. À la base, je voulais faire que mardi matin et jeudi matin. Et le jeudi après, mais j'étais au cabinet. Il s'est avéré que en fait, j'ai eu pas mal de demandes pour les DOM dans ma ville. Et du coup, j'ai rassemblé tous mes patients sur une même journée parce que c'était beaucoup plus simple. Il me restait plus que 2 patients au CAB le jeudi. Du coup, c'était pas possible. Donc en fait, j'ai fini les suivis et je n'ai remis personne. Et du coup, j'ai concentré tous mes patients, enfin le plus possible en tout cas, le jeudi. Et il me reste quelques patients le mardi. Mais du coup, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un secteur géographique trop large. Euh, au tout début parce que je voulais remplir mes plages horaires que j'avais dédiées au domicile. Et du coup, je prenais un petit peu ce qui venait, malheureusement. Et j'ai pris, je vous ai déjà parlé de cette patiente d'ailleurs, j'ai pris une patiente qui habite quand même assez loin de chez moi, dans le sens où je mets presque un quart d'heure pour aller chez elle. Et ensuite, pour aller de chez elle à mon domicile d'après, je mets 20 minutes. Donc en fait, je perds 35 minutes de route juste pour cette patiente. Ce qui est énorme parce qu'elle est très très loin de tous mes autres domiciles. Alors que tous mes autres domiciles sont très concentrés soit dans la ville où j'habite, donc il y a genre 5-7 minutes max entre chaque domicile, avec la circulation, hein, avec les bouchons, etc. Ou sinon, j'ai aussi un patient que je vois qui n'est pas dans la ville où j'habite, mais qui est dans le village où il y a mon cabinet. Du coup, quand je vais au cabinet, je m'arrête à domicile chez mon patient et après je vais au cabinet. Donc en fait, je perds pas de temps puisque c'est littéralement sur ma route. Juste, je m'arrête un peu avant le cabinet, je vais chez mon patient et après, je vais au cab. Donc ça va.
Mais pour moi, il faut vraiment que tu définisses un secteur géographique très précis. Genre, moi, par exemple, j'habite dans une ville qui est pas très grande. Et ben, j'ai limité du coup mon secteur à la ville en elle-même, le centre-ville. Euh, et je vais un petit peu dans les communes limitrophes, mais il faut que ce soit proche de ma ville. Il ne faut pas que la commune limitrophe ce soit de l'autre côté de la ville. Il faut que la personne habite dans la ville limitrophe, proche de la ville où j'habite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Proche à la frontière de ma ville, quoi, en gros, pour que je perde pas de temps, en fait. Voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai organisé mes DOM. Et l'avantage, c'est que souvent, c'est des personnes âgées qui, en réalité, ne font pas grand-chose de leur journée. Les seules contraintes, ça va être les autres pros qui passent, ça va être kiné, infirmière, etc. Du coup, il faut t'adapter un petit peu aussi aux horaires des autres pros parce que n'y a pas que toi sur le planning. Mais globalement, c'est quand même des patients que tu peux intervertir assez facilement. Ça va pas trop les perturber. Moi, je sais que j'ai une patiente, je peux y aller à n'importe quelle heure de la journée. Elle s'en fout. Donc, quand j'ai des trous, j'ai des patients qui sont absents, et ben, je sais que cette patiente-là, je peux y aller à n'importe quelle heure. Elle sera là, elle sera dispo. Et ben, moi, ça m'arrange parce que du coup, je peux remonter mes patients, je peux finir un peu plus tôt ou je peux aller la voir plusieurs fois si j'ai un trou. Voilà comment je m'organise. Du coup, ben, moi, c'est le mardi matin, donc c'est cette patiente en tout premier qui habite assez loin et je vais essayer d'arrêter le suivi. Il reste plus que 10 séances sur la prescription. J'essaierai de faire le bilan de renouvellement et d'arrêter après, mais ça va être vraiment dur, dur, dur. Et ensuite, j'ai 2 autres patientes qui sont sur la commune où j'habite, donc je reviens sur la commune où j'habite et je fais mes 2 patientes. Et après, j'ai mon heure de création de contenu, etc. Et le mardi après-midi, je vais au cabinet et en allant au cabinet, je m'arrête chez ce patient qui habite dans le village. Le jeudi, toute la journée, je fais du DOM. Donc, j'ai une patiente à 9h qui habite littéralement à 2 minutes en voiture de chez moi. Donc, ça, pour le coup, c'est banger. Mais c'est cette patiente qui m'empêche d'aller courir. Enfin, c'est pas elle qui m'empêche, c'est moi qui l'ai prise. Mais même s'il habite juste à côté de chez moi, du coup, ça m'empêche d'aller courir. Je vais chez cette patiente et ensuite, je vais directement à l'EHPAD. Et en fait, même cette patiente, elle habite sur la route que j'emprunte pour aller à l'EHPAD. Donc, c'est parfait. Ensuite, je vais à l'EHPAD pour toute la matinée de 10h à midi 30. Souvent c'est 12h30 d'ailleurs. Ensuite, je vais au cabinet pour manger avec mes collègues parce que c'est juste à côté et de toute façon, je retourne chez le patient qui habite dans le village où j'ai mon cab. Donc je vais manger avec mes collègues le jeudi midi et ensuite pour repartir là où je fais mes DOM, là où j'habite, je repasse par chez le patient en question dans le village où il y a mon cabinet. Et après, je retourne dans ma ville pour faire mes DOM, centre-ville. Elles sont quasiment toutes à côté. J'ai beaucoup de femmes, donc je parle au féminin, mais elles sont quasiment toutes à côté. Et après, en fin de journée, j'ai 2 patients qui sont dans la commune limitrophe et qui habitent pareil à 2 minutes l'un de l'autre. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je te conseille vraiment, si tu veux t'organiser pour tes domiciles et essayer d'être le plus rentable possible, parce qu'honnêtement, là, je me plains pas en disant que je fais que 523 € le jeudi. C'est très bien, c'est un beau chiffre d'affaires. Mais c'est quand même mieux si tu arrives à avoir tes patients très proches et essayer de perdre le moins de temps possible sur la route. Parce que ça te plombe en fait. Ça te plombe de ouf. Voilà pour l'organe médum. Quelle est la tâche que tu ne te verrais jamais déléguer? S'occuper de mes patients. Ça honnêtement, enfin, à part si c'est une stagiaire et voilà, mais je pourrais jamais laisser une stagiaire complètement toute seule et partir de mon cabinet et être en mode de bah vas-y, tu fais la semaine toute seule. Jamais de la vie je pourrais. Pas parce que j'ai pas confiance et parce que j'estime que je fais le travail mieux que les autres, mais parce que j'aurais pas du tout kiffé en étant stagiaire que ma maître de stage me laisse comme ça. Et Dieu sait qu'il y a des orthos qui le font et qui n'ont aucune éthique professionnelle. Je ne dropperai pas de nom, mais honnêtement, j'ai des noms et des orthos qui sont connus parce qu'elles sont sur le réseau, etc., qui font des dingueries avec leurs stagiaires et c'est tu et personne n'en parle. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une honte. Mais s'il y a bien un truc que je ne déléguerai jamais, je pense que c'est laisser quelqu'un s'occuper de mes patients et encaisser la thune. Et voilà, enfin ça vraiment c'est un truc que je pourrais pas du tout. Ok pour laisser de la liberté à la stagiaire, moi j'ai kiffé quand mes maîtres de stage elles allaient en salle de pause pendant 1 heure ou 2 et que je m'occupe de leurs patients et en même temps je savais que s'il y avait un problème, j'avais juste à monter à l'étage, toquer à la salle de pause, elle était là et elle venait. Donc ça c'était vraiment trop bien. Mais par contre j'ai déjà entendu des histoires de dingue où les orthos elles partent, elles viennent pas du tout au cabinet, la stagiaire elle sait pas où elle est la maître de stage. Il y a eu des problèmes avec les patients, la maître de stage elle était pas là. Pour moi, ça, c'est gravissime. Ça, c'est un truc que je ne cautionnerais pas du tout.
Sinon, au-delà de ça, je pense que tu t'attendais pas à cette réponse, donc c'est un petit peu nul, mais au-delà de ça, la tâche que je voudrais jamais déléguer, je pense que c'est la gestion de mon argent en tant que budget. Euh, Gestion de mon argent pour le faire fructifier, etc. Pour moi, c'est ok de le déléguer à des personnes qui sont compétentes en la matière et dont c'est le métier. Mais par contre, la gestion de mon budget, gérer mon argent, ma rémunération, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose que je ne déléguerai pas. J'adore avoir la main mise sur mon argent, faire mes virements, faire ma gestion de budget, mettre dans mes petites enveloppes et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui est très perso en plus, je trouve. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc que je déléguerai jamais. Voilà pour te répondre une neuropsy. Orthoprune, est-ce que tu fais des rapprochements bancaires? Pas du tout. Alors, j'ai jamais fait mes rapprochements bancaires. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a peut-être de l'argent du coup que j'ai perdu, mais du coup, je préfère rester dans le déni plutôt que de le savoir parce qu'en fait, je ne veux pas me rajouter cette tâche dans ma to-do list, dans la liste des choses à faire la semaine ou le mois. Donc, je ne fais pas mes rapprochements bancaires et pour tout vous avouer, j'avais eu un appel avec Recouvre Lib, qui est une société de recouvrement pour les professionnels libéraux, et je leur avais demandé s'ils pouvaient me faire mes rapprochements bancaires et moyennant une rétrocession, etc., sur l'argent récupéré. Et en fait, ils m'avaient dit qu'ils ne faisaient pas ça dans mes souvenirs. Et que en fait, globalement, faire les rapprochements bancaires, c'était pas très utile dans le sens où le système aujourd'hui est tellement bien rodé avec le tiers payant intégral que c'est très rare, voire quasi impossible, que vous ne soyez pas payé si vous avez bien reçu l'accusé de réception logique, donc l'ARL sur votre logiciel de télétransmission. Si vous avez reçu l'ARL, vous avez reçu l'argent. C'est quasi impossible qu'il y ait un bug et que vous n'ayez pas eu l'argent. Donc, je ne fais pas mes rapprochements bancaires. Je n'ai jamais fait. Et depuis que le gars m'a dit ça, j'étais encore plus convaincue. Donc, je me suis dit, certain que je le fais pas. Voilà pour te répondre. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question en DM sur hashtag orthophonie. Alors, j'aimerais utiliser hashtag orthophonie partie agenda en ligne, mais j'ai pas mal de parents qui ne parlent pas bien français, d'autres qui ont des difficultés niveau compréhension, etc. Donc je me demande si ça vaut vraiment le coup si je n'ai que 50% de ma patientèle qui l'utilise, en sachant que je bosse en créneau fixe. Donc ça serait surtout pour les périodes de vacances scolaires et les annulations, qu'en penses-tu? Dans tous les cas, je vais essayer l'app gratuitement pendant un mois, mais j'aurais aimé avoir ton avis comme tu l'utilises depuis un moment. Alors, euh... Pour moi, le problème des parents qui parlent pas français, je pense pas que ce soit un problème parce qu'à mon avis, il y a moyen de traduire. Il y a forcément, enfin, pour moi, il y a forcément un moyen peut-être de mettre le site dans une autre langue que le français. À voir avec Aude qui gère le site. Je veux pas vous avancer des choses pour lesquelles je suis pas sûre, mais je me dis en vrai avec Google, si tu ouvres hashtag orthophonie sur Google, il y a moyen qu'il te propose une traduction ou j'en sais rien. Enfin peut-être à voir. Mais au-delà de ça, je pense que c'est quand même une manipulation qui est assez facile. Euh, je suis pas sûre que le problème de la langue en soit vraiment un. Enfin, je sais pas. Je me dis, ok, t'as des parents peut-être qui parlent pas bien français, mais ils parlent quand même peut-être le minimum syndical. Donc, je pense qu'ils s'en sortiront parce que la plateforme est quand même assez ergonomique et bien faite. Donc, je suis pas sûre que ce soit vraiment un frein, en tout cas. Je n'ai que 50%, 60% de ma patientèle qui l'utilise. Bah, ça dépend pourquoi. Si c'est en prise de rendez-vous en ligne, quand même, c'est intéressant parce que tu peux pas. Enfin, pour moi, tu peux pas le faire sans outil d'agenda en ligne. Tu peux pas faire de la prise de rendez-vous en autonome si t'as pas d'agenda en ligne. Enfin, pour moi, c'est antinomique. Il y a peut-être des gens qui le font, je sais pas comment ils font, mais et ça doit être très chronophage en termes de coups de fil, etc. Mais si tu n'as que des créneaux fixes et que tu voudrais le faire ne serait-ce que pour les vacances scolaires, ben, dans ce cas-là, enfin, moi, j'adore hashtag orthophonie, donc en même temps, j'ai pas envie de te vendre un autre produit, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment utile si c'est juste pour les vacances scolaires, sachant que, honnêtement, tu as des agendas en ligne qui sont gratuits qui te permettent de le faire. Du type de Kanga. Au-delà de ça, il faut pas voir hashtag orthophonie que l'aspect agenda en ligne, parce qu'en fait, il y a tellement plus d'outils que si tu payes ce prix-là juste pour la partie agenda en ligne, mais qu'en fait, tu l'utilises pas, pour moi, ça vaut pas le coup. Je vais pas te mentir. Si Aude, elle m'entend, peut-être qu'elle va sauter de sa chaise, mais en fait, j'ai pas envie de te vendre le truc juste pour te le vendre. Pour moi, si vraiment tu vas l'utiliser
que pour la partie agenda en ligne, que tu vas pas du tout utiliser la partie ma communication où tu peux communiquer directement avec tes patients, leur envoyer des documents, etc. Si tu vas pas utiliser la partie mes bilans où tu as toutes les trames préfaites, les questionnaires pré-anamnéstiques que tu peux envoyer, etc., que tu vas pas utiliser la liste d'attente en ligne, etc., pour moi, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Et dans ce cas-là, je te conseillerais plus de te diriger vers un support gratuit tel que DocOrga qui te permet de faire de la prise de rendez-vous en ligne de façon totalement gratuite, il me semble. Mais voilà, là, pour l'utilisation là dont tu me parles, moi, j'ai vraiment l'impression que ça vaille pas le coup. Le problème, c'est que sur les outils en ligne gratuits du type DocOrga, tu n'auras pas l'alerte que tu peux avoir sur hashtag orthophonie. Donc c'est le surbooking. En fait, tu pourras pas inscrire de patients en surbooking. Il va falloir qu'ils checkent les créneaux tout le temps. Alors que sur hashtag orthophonie, les patients peuvent s'inscrire en surbooking et dès qu'il y a un créneau qui se libère, ils sont prévenus et ils peuvent le prendre. Ça, c'est des options qui malheureusement se payent et que tu n'auras pas sur les outils gratuits. Voilà ce que je peux te dire, Charlotte, par rapport à ta question sur hashtag orthophonie. Alors, il y avait une autre question dans les DM. Il faut que je la retrouve. Tic, tic, tic. Alors, est-ce que tu as des astuces pour gérer les prises en soins où il y a énormément à faire en même temps, type Alzheimer? J'ai du mal à résister à l'envie de m'éparpiller, car j'ai l'impression que de me focus sur un point pour faire de l'intensif sur une notion et être sûr que celle-ci avance ne représente qu'une goutte dans l'océan de ce que je devrais faire. Merci si tu as des pistes. Alors, c'est hyper compliqué dans ce genre de prise en charge, surtout si tu les vois qu'une seule fois par semaine. Pour moi, le meilleur tips, c'est de les voir plusieurs fois par semaine. Ça, il n'y a pas de secret. Comme ça, tu peux faire du focus et en même temps, tu peux changer ton focus régulièrement, que ce soit à chaque séance ou faire un focus 2 semaines sur quelque chose, puis changer de focus, sachant que du coup, ça t'a pris que 2 semaines au lieu de t'en prendre genre 4 ou 5, tu vois. Pour moi, c'est de les voir vraiment régulièrement, sachant que la plupart du temps, les patients Alzheimer, c'est quand même des patients qui sont retraités et qui sont disponibles et qui potentiellement peuvent venir plusieurs fois au cabinet ou sont dispo pour que tu y ailles plusieurs fois. Moi, j'ai quelques patients que je vois 2 fois par semaine et c'est vrai que c'est quand même vachement plus efficace. En revanche, je pense que c'est aussi des pathologies où il faut qu'on soit humble et il faut qu'on se dise qu'on peut pas tout faire. Et là, je pense que du coup, c'est juste une question de mindset plus qu'autre chose, de se dire que ben malheureusement la pathologie, elle est là en fait. Enfin, il va falloir faire un travail sur toi-même, de te dire que la pathologie, elle est là et que toi, avec ton travail d'ortho, tu vas pouvoir faire des choses, mais tu pourras pas tout freiner et qu'en fait, la maladie, elle l'emportera dans tous les cas. Il faut que tu partes du principe que c'est une bataille perdue. Malheureusement, c'est horrible, hein. C'est horrible, mais il faut vraiment que tu partes du principe que la bataille que tu fais avec ton patient contre Alzheimer, c'est la bataille que tu vas perdre. En fait, c'est une bataille que tu essayes de tenir. C'est un peu comme du tir à la corde où ben, tu sens que tu avances vers l'adversaire. Tu résistes, hein, tu avances doucement, mais en vrai, tu avances vers l'adversaire et à la fin, c'est l'adversaire qui gagnera. Mais pourtant, tu as résisté, tu as tiré jusqu'au bout. Il faut vraiment, je pense que c'est la meilleure image pour ce genre de prise en charge. Et effectivement, il y a plein de choses à faire. Et pour moi, la meilleure chose aussi pour vraiment te focus sur l'essentiel, c'est de voir ce qui résonne vraiment chez le patient en termes d'écologie, en termes de vie de tous les jours, en termes de demande, en termes de plaintes. Par exemple, moi, j'ai une patiente euh, qui a un Alzheimer débutant. Euh, et je sais qu'il y a plein de choses à travailler au niveau du récit, au niveau lexical, mais en fait, elle, ce qui la gêne, c'est son organisation temporelle, la gestion de ses agendas. Elle a 3 calendriers, elle note pas les mêmes choses sur les 3. Enfin, c'est une catastrophe. Donc en fait, ben, on travaille sur la gestion du temps, sur la gestion de l'agenda, parce qu'en fait, on fait de l'écologique, c'est ça qui la stresse. Dès que j'arrive chez elle, elle me dit j'ai oublié, j'avais quoi faire, etc. Et ben en fait, on travaille là-dessus. Alors que pourtant, au niveau lexical, il y aurait plein de choses à travailler. Mais sa priorité à elle, c'est ça. Donc on travaille à fond là-dessus. Et pourtant, c'est une goutte dans l'océan de ce que je devrais faire aussi. Mais en fait, c'est au plus proche de ce qu'elle veut. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi. On a, je pense, parfois tendance à l'oublier parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a un champ de compétences tellement large qu'on voudrait assouvir notre désir de répondre à ce champ de compétences. Sauf que parfois, nos patients, ils nous demandent juste une seule chose, c'est un truc précis, un truc qui leur tient à cœur, un truc qui est utile pour eux. Et nous, on a envie d'en faire parfois malheureusement trop, alors que pour les patients, ça n'a pas de sens quand on fait ça. Voilà pour te répondre, Camille. J'espère que c'est une réponse qui te convient. Est-ce que tu penses faire une visio ou autre sur les épreuves à choisir en bilan LE ou les objectifs? Alors, honnêtement, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, mais bon, là, je vous ai fait la liste de mes objectifs aujourd'hui. Vous avez bien vu que j'ai 10 000 choses. Enfin, moi, je trouve que j'ai 10 000 choses. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas si énorme que ça, mais moi, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de choses déjà un peu sur le feu.
J'aimerais bien, on m'en a déjà parlé plusieurs fois. En fait, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais les visiotrames de langage écrit gratuits, c'est des visiotrames qui ne vont pas en profondeur sur tout ce que peut impliquer le bilan de langage écrit, les épreuves à faire passer, comment bien poser le diagnostic, comprendre le diagnostic de langage écrit, parce que c'est un visiotrame qui vous permet d'avoir une structure fiable pour faire des bilans, pas forcément de langage écrit, mais en fait, c'est une structure qui peut se transférer aux autres domaines. Et moi, dans ces visiotrames-là, ce que je voulais vous transmettre, c'était surtout une structure, une philosophie et une vision du bilan un petit peu désacralisée. Parce que je trouve que la vision du bilan en orthophonie est un petit peu trop sacralisée, on veut trop que ce soit parfait. Et c'était surtout ça, mais il fallait que j'ai un domaine pour que je puisse vraiment vous donner des exemples concrets. Parce que ben, ça aurait été trop dur, je pense, de faire sans domaine précis. Et le langage écrit, c'est un domaine que j'aime et que je trouve facile pour ma part. Et c'était facile de faire ça. Et en fait, on m'a souvent demandé bah, qu'est-ce que tu fais passer comme épreuve, quels objectifs, etc., etc. C'est des questions qui ressortent et c'est des questions auxquelles j'ai parfois pas le temps de répondre parce que ce sont des ateliers d'1 heure et qu'en 1 heure, j'arrive à peine à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, ça m'arrive parfois de rester 15-20 minutes en plus pour répondre à ce genre de problématique, alors que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Et du coup, j'avais pensé à faire le visiotrame de LE niveau 2, où on fait un peu comme un visiotrame de langage oral, on refait le point sur le diagnostic, en tout cas les classifications récentes, et les épreuves à faire passer pour être efficaces et pertinentes, et les trames adaptées, machin, machin. Mais voilà, c'est encore une fois beaucoup de boulot, beaucoup de temps. Le problème aussi, le problème, c'est que les orthos, et j'en suis une, et vous en êtes, et voilà, faut pas le prendre comme une critique, mais le problème des orthos, c'est qu'elles aiment trop le personnalisé, le live, la disponibilité de la personne. Et moi, j'adore faire les visios, c'est vraiment pas un problème, j'aime beaucoup ça, mais c'est quelque chose qui est très chronophage et très énergivore. Je fais des visiotrames de langage écrit quasiment toutes les semaines en ce moment. Je fais des visiotrames de langage oral au moins une fois par mois. Le mois passé, j'en ai fait 2 ou 3, des visiotrames de langage oral. Donc, c'est quand même des choses qui me prennent du temps. Et j'ai mis en place le système de replay. Et en fait, c'est un système qui ne fonctionne pas parce que les orthos veulent du live. Elles veulent du direct. Elles veulent pouvoir répondre. Enfin, elles veulent avoir quelqu'un au bout du fil pour que je puisse répondre à leurs questions. Ce que je trouve totalement honorable parce que moi, c'est un format qui me plaît aussi. Je trouve que c'est le format le plus intéressant. En fait, après tout, c'est quand t'as la personne face à toi et que c'est humain, en fait. Sauf que forcément, c'est un système qui est épuisant et pas forcément rentable. Donc, je passe énormément de temps en visiotram. En fait, je passe énormément de temps à faire de la livraison client, entre guillemets, dans le sens où je passe beaucoup de temps avec les personnes qui s'inscrivent en visiotram. Et ça, c'est du temps que je pourrais consacrer à la préparation de nouveaux outils, mais que du coup, je ne peux pas puisque je le passe avec les clients. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourtant, c'est des choses qui me plaisent vraiment beaucoup, mais ça me freine dans l'avancée de mes projets. Donc, c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre entre livrer les clients correctement, tout en étant efficace, pardon, en étant efficace. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Franchement, j'aimerais beaucoup et en même temps, je manque cruellement de temps et d'énergie. Je vais pas vous mentir, je manque cruellement de temps et d'énergie pour développer ça. Il faudrait que je réduise mon rythme de visiotram, quitte à faire des déçus. Parce que là, de toute façon, je sens qu'en ce moment, il y a eu une grosse vague où il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient sur mon compte et qui, du coup, ne connaissaient pas les visiotrams et qui sont venues en masse. Là, je sens que ça commence à s'essouffler de nouveau. Et donc, je pense que je vais devoir repartir sur un nouveau cycle où je vais réduire mon rythme en visiotram et donc pouvoir me reconcentrer sur des choses nouvelles. Mais là, dernièrement, c'était mission impossible. Honnêtement, c'était mission impossible. De toute façon, le visiotram de cognition maths, on n'a pas encore commencé à travailler dessus parce que je suis pas disponible mentalement pour ça. Voilà, pour te répondre, Christelle. Ensuite, il y avait Valentine qui me demande prendre une secrétaire dès l'installation, est-ce que c'est pertinent? Moi, je te dirais que oui. Je vois pas en quoi ce serait pas pertinent. Là, comme ça, tout de suite, sachant que, encore une fois, j'ai pas préparé ce podcast, j'ai pas regardé vos questions avant de lancer le podcast, donc je vous réponds vraiment à chaud là. C'est du direct, hein. C'est de l'improvisation totale. Et c'est une tâche bien plus compliquée que ce qu'on pense. Pour moi, prendre une secrétaire dès le départ, je trouve pas ça pas pertinent. En fait, je vois pas ce qui pourrait t'embêter dans le fait de prendre une secrétaire. Au contraire, c'est le moment. Alors,
Allez, vas-y, peut-être le seul problème, c'est que peut-être que quand tu vas commencer, tu auras des doutes, il y a des choses pour lesquelles tu seras pas sûr et il y aura des ajustements à faire. L'avantage quand tu attends un peu, c'est que tu commences à connaître ton fonctionnement, à connaître ton rythme et du coup, quand la secrétaire arrive, tu lui dis: «Bah, moi, je marche comme ça et c'est ça, ça, ça». Alors que si tu t'installes et que tu prends une secrétaire tout de suite, tu vas lui dire: «Ben, pour l'instant, je sais pas, j'aimerais bien faire comme ça», mais en même temps, c'est peut-être le seul inconvénient et en même temps, peut-être que la secrétaire, elle pourrait te guider, t'aider et en fait, la secrétaire, ce sera aussi son travail, bah, de s'adapter à toi et de se dire: «OK, elle faisait comme ça la semaine dernière, maintenant c'est plus comme ça et c'est OK». Enfin, genre, c'est pas grave. Moi, je pense pas que ce soit pas pertinent, mais tu peux peut-être avoir quelques obstacles et quelques freins qui pourraient te freiner, qui pourraient te faire revenir en arrière. Mais pour moi, franchement, c'est hyper pertinent dès le départ parce que ça pose un cadre, parce que l'air de rien, annoncer à tes patients qu'il y a une secrétaire qui arrive, honnêtement, c'est pas la mer à boire, mais est-ce que c'est pas plus facile que dès le départ, il y en a une? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, je dirais pas que c'est totalement pertinent parce que tout le monde commence sans secrétaire. Je connais pas beaucoup d'orthos qui ont commencé avec une secrétaire, honnêtement. Ça s'est démocratisé depuis, allez, 2 mois, je pense, le secrétariat. Euh, mais non, je trouve pas ça bête. Je trouve pas ça bête. Ensuite, Margot, je m'installe dans un cadre qui n'est pas aux normes PMR sans dérogation, c'est grave. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Tes patients, potentiellement tes patients en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, ils peuvent pas du tout rentrer. Honnêtement, je sais pas, hein. Si t'es locataire, moi je dirais que c'est pas ton problème. Et en même temps, si t'es embêté avec tes patients, c'est chiant. Honnêtement, je sais pas du tout, hein. Franchement, je peux pas te dire, je suis désolée. Quels sont tes meilleurs tips pour une primo-installation en libéral, logiciel, matériel et meubles? Alors, mes meilleurs tips pour une première installation en libéral, déjà en termes de meubles, c'est d'essayer de faire le plus possible avec les meubles que tu as déjà. Moi, j'ai récupéré mon bureau de mon appart étudiant. C'était ma table de salle à manger, c'est devenu mon bureau au CAB et j'ai acheté une belle table pour ma maison parce que honnêtement, cette table-là, elle était pas du tout adaptée à bah, une vie en couple et pour une maison parce que maintenant on a une maison. Donc c'est devenu mon bureau du CAB. J'ai récupéré des meubles que je voulais plus pour ma maison qui étaient un peu ripoux. Je les ai custom, genre j'ai mis un peu de papier peint, un peu de peinture. Je les ai rendus un petit peu plus beaux, mais ils sont pas terribles, hein. C'est des meubles Ikea, genre j'ai un Kallax, tu vois, un truc avec 4 cases. Euh, Prendre du rangement, mais essayer quand même de réfléchir quand tu vois ton bureau. Achète pas les meubles avant d'avoir ton bureau, en fait. C'est ça surtout que je voulais te dire. C'est que moi, par exemple, j'ai d'abord visité mon bureau. J'ai réfléchi pendant très longtemps à comment j'allais l'aménager pour être sûre que ce soit parfait le jour où je m'installe dedans. Et genre, j'ai pas acheté des meubles à la va-vite en me disant oui, bah ça ira. Genre, j'ai vraiment pris des mesures. J'ai pas fait du sur-mesure, mais presque, parce qu'en fait, chez Ikea, tu peux quasiment faire du sur-mesure, honnêtement. J'ai pris chez Ikea un meuble qui va jusqu'au plafond. Donc, j'ai vraiment optimisé la hauteur sous plafond pour éviter d'avoir des rangements bas, mais partout, et que du coup, ça encombre visuellement parce que mon bureau est petit, honnêtement, il fait genre 11 mètres carrés peut-être, il est vraiment pas grand. Du coup, j'ai vraiment voulu optimiser la place et donc j'ai pris une étagère, enfin une grande armoire en angle qui me permet quand même d'avoir de la place au niveau de mon bureau, mais qui me permet d'avoir plein, plein, plein de rangements. C'est pas très large. Alors, le seul défaut, c'est que du coup, il est pas très profond et que par exemple, les classeurs, ils dépassent un petit peu. Mais sinon, en termes de hauteur, il est complètement optimisé parce qu'il va jusqu'au plafond. Et pour autant, j'arrive quand même à attraper les trucs tout en haut parce que je suis pas si petite et que mon plafond est pas très très haut. Mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup réfléchi avant d'y aller et Ikea est ton meilleur ami honnêtement. Il y a plein de choses qui feront largement l'affaire pour des prix pas si déconnants que ça. Pour les logiciels, ben franchement, moi je vais pas te mentir, mes bangers en termes de rééduc et bilan, c'est Evaleo 6.15, Evaleo 2.6, Evalo 2.6 pardon, Happy Neurone. Pour moi, il n'y a rien de tel. Après, pour la compta, Indie, Orthofinance, largement suffisant, t'as pas besoin de plus. Et en logiciel, bah, Agenda, bah, pour moi, hashtag orthophonie, c'est le mieux, surtout si tu veux faire de la prise de rendez-vous en ligne, si tu veux avoir des questionnaires pré-anamnestiques faits par la communauté, si tu veux avoir des trames de bilan faits par des experts ou par la communauté, si tu veux avoir un espace de communication avec tes patients, honnêtement, c'est trop bien. J'ai pas mal de codes promo, donc pour Indie, j'ai un lien de parrainage qui est sur mon site ou dans mes stories à la une, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage.
Pour Orthofinance, j'ai toujours mon code Elise20 qui fonctionne. Il y a plein de gens qui me demandent si mon code est toujours bon. Je pense qu'il n'a pas de date de fin de validité. C'est possible de l'utiliser à vie. Donc là, si vous êtes à la fin de votre abonnement Orthofinance, vous pouvez très bien résilier l'abonnement et reprendre un abonnement avec mon code, parce que le code, il fonctionne qu'un an pour vous. Mais vous pouvez très bien résilier votre abonnement et le remettre, enfin, le code, pour avoir un an avec mon code. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. J'ai des copines, moi, qui l'ont fait et ça marche nickel. Donc pour Indie, j'ai un lien de parrainage dans ma story à la une ou sur mon site. Pour Orthofinance, il y a mon code toujours Elise20 qui vous donne moins 20%. Pour hashtag orthophonie, j'ai toujours mon code Elise20 aussi qui vous donne moins 20% pendant un an. Pour Evaleo 615 et tout ça, j'ai pas. Pour le logiciel de télétransmission, moi j'ai Topaz parce que je suis sur Mac. Mais si vous voulez le moins cher, il me semble que c'est Anael. Anael, il me semble que c'est le moins cher. Pour Topaz, si jamais vous êtes sur Mac et que vous voulez avoir un logiciel compatible Mac, pareil, j'ai un lien de parrainage sur mon site. Il faut que je la rajoute dans ma story à la une, mais sur mon site, il y a mon lien de parrainage. Et langage oral, langage-écrit.com. Pour moi, c'est le best aussi. Si vous voulez pareil que je vous parraine, il y a ce qu'il faut dans ma story à la une et sur mon site. Pour le lien de parrainage, il faut juste que vous mettiez mon adresse mail. Donc, vous pouvez avoir mon adresse mail directement là-bas. Langage oral, langage-écrit.com qui s'appelle maintenant Altinae. Pour moi, c'est un banger. En fait, c'est cher à la base. Genre, quand tu vas le payer, ça va te piquer. Mais honnêtement, pour moi, c'est trop pratique. Surtout langage oral, langage écrit. Je dis ça parce que moi, je fais beaucoup de LOLE. Cognition maths, il paraît que c'est pas mal si t'en fais. Moi, j'en fais pas. Donc, forcément, ça m'intéresse pas. Fonction exe, je l'utilise un peu moins. Je vais pas mentir. Fonction exe, je l'utilise pas beaucoup. J'utilise beaucoup langage oral et beaucoup langage écrit. Après, en matériel, je crois que je vous avais déjà fait une liste de mes essentiels en matériel, mais là, comme ça, je vous dirais langage écrit, je prendrai lecture en 4ème vitesse parce qu'il est trop bien. Je prendrai mine de rien, je comprends bien. Pour la compréhension écrite, j'imprimerai les drôles de bobines parce que c'est toujours un banger. Lecture en 4ème vitesse, ce qui est trop bien, c'est que ça bosse la fluidité de lecture, ça bosse la compréhension, la morphologie, ça bosse plein de trucs, donc c'est génial. Je ferai des listes de mots fréquents pour la lecture aussi, vitesse, fluidité. Pour l'orthographe, je pense que je prendrai orthographie, mais vraiment en option, parce que langage écrit suffit, t'as pas besoin d'orthographie. Langage oral, en articule, je prendrai articule et articule 2 de chez Ortho et Logo, si je dis pas de bêtises. Langage oral aussi, ça fait très bien le travail pour l'articule. T'as pas besoin d'articule et articule 2 si t'as langageoral.com. Honnêtement, pour commencer, c'est très bien. Langageoral.com, c'est suffisant. Pour la morphosyntaxe, je prendrai la fête des amis. Honnêtement, je vais pas vous mentir. La fête des amis, je le prendrai 1000 fois. Et pour moi, ça vaut beaucoup plus que langageoral.com. Pour la morphosyntaxe, je ne prendrai pas langageoral.com. Je prendrai la fête des amis de chez Ortho Édition, qui est beaucoup mieux. Je suis en train de réfléchir pour la neuro. Je téléchargerai Ponte et je prendrai l'abonnement Memogo qui est à moins de 20 € par mois, il me semble. C'est c'est vraiment pas cher Memogo pour le coup. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, en vrai. Je pense que j'ai fait le tour. En vrai, en rééducation, tu peux vraiment faire pas mal de choses toi-même au départ si tu as un budget maxi serré. Pour moi, au départ, j'achèterais surtout les bilans. Surtout les bilans. Et les trucs de rééduc, j'achèterai au fur et à mesure. Je ferai beaucoup moi-même au départ. Ça prend du temps, mais si t'as pas de thunes, franchement, c'est mieux. Ensuite, que fais-tu quand un patient ado vient en bilan avec sa mamie qui ne sait pas répondre aux questions? Alors, malheureusement, la question se pose pas parce que j'ai peu d'ados, mais moi, alors maintenant, c'est plus moi qui appelle les patients, et d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le dise à Laura. Mais Laura, si tu m'écoutes, du coup, les patients, quand ils viennent, ils sont obligés de venir avec un parent. Moi, quand j'ai appelé pour leur dire qu'il fallait venir, je leur disais, il me faut minimum un parent. Après, je suis désolée, et peut-être que je fais un peu la meuf qui aime pas les hommes, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des papas qui ne savaient pas répondre aux questions, et honnêtement, ça m'agace. Ça m'agace. Et du coup, le soir, quand je rentre à la maison, je dis à Thomas, je dis, putain, j'ai encore eu un papa qui savait pas répondre aux questions. Je dis, t'as pas intérêt d'être comme ça plus tard, hein, quand on aura un enfant, parce que franchement, ça va me saouler et tout. Donc le pauvre, il prend cher alors qu'on n'a même pas d'enfant, mais bon. Ça m'est déjà arrivé. Et en fait, là,
pour le coup. Donc moi, la mamie, ça m'arrive jamais parce qu'en fait, quand on me dit que c'est la mamie qui va l'emmener, je lui dis bah non, en fait, no way. Si c'est le premier rendez-vous, c'est certainement pas la mamie, c'est le parent qui vient. Donc déjà, ça te met un cadre aussi. Les parents, ils se disent ok, bon, la meuf, elle rigole pas, tu vois. Et au-delà de ça, en fait, si c'est pour perdre une demi-heure de mon temps, non merci. Donc déjà, je mets la règle directe. Je leur dis, il faut venir, il y a un parent minimum. Et si c'est le père et qui sait pas répondre, je vais pas par quel chemin. Honnêtement, je leur dis, ben, est-ce que la prochaine fois, c'est la maman qui peut venir ou est-ce que là, vous pouvez l'appeler parce que là, j'ai besoin des réponses. Voilà, honnêtement, je commence pas à faire des fioritures, à faire genre que je comprends et tout, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je sais pas, les blairer, les parents, les pères, parce que souvent, c'est les pères, hein. Honnêtement, les mères, ça n'arrive jamais. Les pères qui savent pas répondre aux questions, je leur mets le nez dans le caca. Je suis d'accord, le rôle du père, c'est pas le même que le rôle d'une mère, machin. Il y en a qui vont peut-être venir me dire ça. Mais en fait, à un moment donné, quand je lui demande dans quelle classe il est et que le père il bégaye, je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord. Voilà. Alors, cette semaine de vacances, est-ce que les travaux avancent? Oui, les travaux avancent. On n'a pas fait tout ce qu'on a voulu, mais les travaux avancent. Je vous en ai parlé un petit peu dans la première partie du podcast. Merci Orthofinance pour la question. Coucou, comment tu t'organises pour restituer oralement les bilans aux patients? Eh ben, je prends un rendez-vous spécifique pour ça. Je prends un rendez-vous spécifique pour ça et c'est un rendez-vous durant lequel on élabore les objectifs ensemble. Donc pour moi, ça fait partie de la rééducation parce qu'on prend vraiment un temps pour discuter des objectifs, élaborer les objectifs ensemble, voir ce qui est vraiment pertinent, parler du déroulé de la rééducation, etc. Donc en vrai, pour moi, c'est un vrai temps de rééducation à part entière parce que on fait un projet personnalisé, vraiment poussé plus. Donc ça fait l'objet d'un rendez-vous. Fais-tu des séances de groupe? Si oui, peux-tu partager ton organisation et ton expérience? Alors, j'en fais très peu. J'en ai eu fait l'été passé parce que j'avais des trous dans l'été et du coup, j'étais allée à la bibliothèque avec des jeunes patients. J'ai fait 1 ou 2 sessions. Ouais, j'ai fait une session petit, une session grand. En vrai, c'est bien et en même temps, ça me saoule. Là, j'ai voulu mettre en place des groupes pendant les vacances d'avril et en fait, j'avais qu'une famille de motivés sur les 3. Donc, ben, en fait, ça aurait revenu à faire de la rééducation individuelle, donc j'ai laissé tomber. Ça me branche pas plus que ça. J'aime trop la rééducation individuelle. Mon bureau, il est pas très grand en plus, donc c'est pas trop pratique. Honnêtement, les groupes, ça me branche pas plus que ça. Donc, je peux pas te parler de mon organisation, de mon expérience, parce qu'en vrai, j'en ai pas fait tant que ça. Et le peu que j'ai fait, c'était à la bibliothèque. J'ai emmené mes patients à la bibliothèque du coin pour, parce que c'est des patients qui vont pas à la bibliothèque avec leurs enfants, qui lisent pas, etc. Donc, c'était plus pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Et voilà. Et il y avait une autre ortho qui m'a demandé proposes-tu des séances en groupe? Il me semble que c'est rentable à partir de 3 patients. Du coup, bah non, pas trop. Mais Hero Orthophonie en a beaucoup parlé sur son compte, donc n'hésitez pas à aller voir ero.orthophonie. Elle a fait plein de posts à ce sujet et si je ne m'abuse, elle a même peut-être fait un simulateur de rentabilité pour les groupes. Je sais plus si c'est ça, mais il me semble qu'il y avait un simulateur de rentabilité. Je sais plus si c'était pour les groupes ou les bilans de prévention. Mais franchement, allez voir son compte parce qu'elle avait fait une grosse partie de communication là-dessus, qui était quand même assez bien faite dans mes souvenirs. Donc, allez voir. Et j'avais une dernière question en DM et après on aura fini. J'ai encore une question. Quelle est la terminologie à mettre dans un bilan de langage oral si pas de TDL mais quand même des difficultés? Eh ben, c'est exactement ce dont on parle dans le visiotrame de langage oral. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de TDL ou pas de trouble spécifique, en fait, tu parles d'un retard de parole, tout simplement. C'est pas faux quand tu mets ça, ça peut exister, mais ça dépend de l'âge. En fait, il y a un âge bascule où tu peux parler encore de retard de développement et il y a un âge où tu passes en TDL, TDSP. Mais si vous voulez en savoir plus sur ça, n'hésitez pas à venir en visiotrame de langage oral parce que c'est quelque chose que j'explique vraiment dans le détail. Je vous parle justement de l'âge bascule, de à partir de quand on peut poser un diagnostic, avec quels critères, etc. Si vous êtes intéressé par les visiotrames de langage oral, il y a une session le 21 mai, si je ne m'abuse. Je vais quand même vérifier pour être sûre de ne pas vous dire des conneries. Ah oui, effectivement, forcément, ici, lui, il me demande de faire l'authentification. La double authentification. Calendrier. La prochaine date, c'est le 21 mai. Ça tombe un quel jour ce 21 mai? Ça tombe un jeudi. C'est le jeudi 21 mai de 20h à 22h. La place est à 15 €. Honnêtement, je pense augmenter bientôt parce que 15 €,
c'est vraiment, enfin, c'est pas très cher honnêtement. La plupart des gens qui remplissent le questionnaire de satisfaction me disent que le prix est juste, mais je pense que c'est parce que le prix les arrange. Il y en a énormément aussi derrière qui me disent que le prix est trop bas. Donc je pense augmenter le prix parce que je passe énormément de temps en visio-trame de langage oral. Donc je pense que c'est une des dernières sessions qui sera à 15 €. Donc si vous voulez faire une session de visio-trame de langage oral et que vous voulez l'avoir à 15 €, honnêtement, inscrivez-vous à celle-ci parce que je pense que cet été, ça passera à genre 20 ou plus. Donc voilà. En fait, je pense que quand on sortira les visio-trames de cognition mathématique, je vais faire une révision de mes prix et ça va augmenter. Donc si vous voulez faire une visio-trame de langage oral à ce prix-là, venez le 21 mai si vous voulez le faire en live. Si vous voulez voir un replay, il y a toujours possibilité d'accéder au replay pour la somme de 15 €. Je pense que le replay, du coup, il sera forcément moins cher parce que je passe pas le temps que je passe en live. Le live deviendra plus cher et le replay va sûrement rester sous les 20 €. Et le replay, en fait, juste vous l'achetez, vous recevez un mail avec le lien et vous regardez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, et vous avez accès à toutes les ressources. La seule différence avec le live, c'est que vous pouvez pas me poser de questions. Genre, vous pouvez pas me poser vos questions, mais vous avez accès à toutes les questions que celles qui ont participé ont posées et qui peut-être des fois étaient des questions que vous posiez. Mais sinon, vous avez tout. Vous avez toutes les ressources, vous avez le diapo, vous avez le live, vous avez tout, tout, tout. Honnêtement, c'est vraiment pareil, juste, c'est pas vrai. Enfin, c'est moi, mais pas en direct, donc je peux pas répondre à vos questions. Mais voilà. En plus, la plupart du temps, les gens en visio-trame de langage oral, ils ont pas trop de questions. Enfin, le diapo est assez complet. J'ai bien complété depuis les premières sessions. Donc j'ai essayé d'être très exhaustive. Donc la plupart du temps, les gens n'ont pas trop de questions ou c'est des questions spécifiques ou des questions auxquelles je réponds pendant la conférence, mais ils n'ont pas capté l'info ou ils n'ont pas bien compris. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, tout est dispo. Vous allez sur mon site, dans ma bio Insta, il y a un lien. Vous allez sur mon compte Instagram, dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien, vous avez accès à tout. Il y a un onglet Visio-trame, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur la page avec toutes les infos pour les Visio-trames, que ce soit Visio-trame de langage écrit ou Visio-trame de langage oral. Vous aurez accès à tout, que ce soit les replays. Le replay de Visio-trame de langage écrit, il est dispo aussi. T'as juste à mettre ton adresse mail et t'as accès au replay direct, gratuitement. Enfin voilà, franchement, je pense que je peux pas faire mieux. Mais voilà pour te répondre. Mais oui, tu peux quand même parler de retard de langage oral. Ça, c'est tout à fait possible. Seulement jusqu'à un certain âge, parce que au-delà d'un certain âge, tu bascules forcément dans un trouble. Voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je pensais que le podcast serait beaucoup plus court que ça, mais en fait, j'ai pas mal blablaté. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche. Normalement, ce dimanche-ci, ça va être un dimanche assez calme. Donc, j'espère pouvoir vous faire le podcast comme d'habitude. Je suis en train de me documenter sur les boomers. Je sais pas si je vous en parlerai déjà dimanche, mais je pense que le sujet des boomers, ça fera vraiment l'objet d'un podcast à lui seul. Je suis vraiment en train de me documenter sur le sujet, de vraiment comprendre l'origine des boomers, de pourquoi on a la haine envers eux, de comment ils ont façonné la France. Bref, voilà, je suis en train de me renseigner sur le sujet. Je vous avais pas menti la semaine passée quand je vous avais dit que je le ferais. J'ai commencé à le faire cette semaine. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Je vous souhaite une merveilleuse semaine numéro 19 qui a déjà commencé mais qui quand même va se poursuivre. On se retrouve dimanche. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!